page humanitaire avec l'impatient. Nous sommes la structure page humanitaire. Moi, je m'appelle Mohamed Lee. Je suis le responsable de page humanitaire. Page humanitaire est une plateforme qui est engagée dans le soutien des professionnels du secteur, Subhanallah. voilà, en République du Mali. Donc, nous sommes une plateforme qui essaie d'apporter une plus-value dans le domaine de l'humanitaire au Mali en favorisant la collaboration et le partage de ressources pour renforcer l'impact des actions humanitaires. Donc, nous avons des programmes de mentorat et de formation taillés sur mesure pour tous les professionnels de l'humanitaire. Et c'est dans ce cadre que nous explorons aujourd'hui un sujet essentiel pour ceux qui envisagent une carrière à l'international. Voilà, donc l'expatriation. Ce webinaire aujourd'hui est une introduction à, à notre prochaine grande conférence que nous comptons organiser le 27 décembre à Bamako. Donc, cette conférence sera animée par Monsieur Marius Chabi, qui est parmi nous aujourd'hui, et ça sera l'opportunité pour plonger plus en profondeur dans tout ce qui concerne les démarches de recrutement, les compétences recherchées et les meilleures pratiques pour, euh, pour réussir son parcours d'expatriation. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Marius Chabi, qui est un expert reconnu dans le domaine de l'expatriation, avec qui nous allons échanger et qui nous partagera de précieux conseils sur les perspectives et les processus d'expatriation. Donc, à la fin du webinaire, il y aura un cadeau spécial pour vous. Donc, restez jusqu'à la fin. Et je vais partager le lien d'accès au Zoom pour que vous puissiez partager cela à vos amis qui ne sont pas encore connectés, qui pourraient être intéressés par l'occasion. Donc, sans plus tarder, on va tout de suite introduire Marius. Et Marius, bonjour Marius. Je- Est-ce que tu pourrais brièvement te présenter aux abonnés, aux participants et nous dire un peu qu'est-ce qui t'a poussé à rentrer dans ce secteur? Merci. D'abord, merci beaucoup, Mohamed. Et c'est un plaisir pour moi d'échanger avec les gens qui sont ici. Je vois certaines personnes que je connais déjà. Il y a Konkobo, il y a Ahmed, euh, je vois Maurice aussi, bon, Yo. Et c'est un plaisir. Donc, je pense que ce qui est de ma présentation, je vais être très bref sur ma présentation pour la simple raison que c'est ce que nous apportons aux gens qui est le plus important parce que le parcours de quelqu'un, ça reste son parcours à lui et c'est du passé ou c'est simplement son parcours, quoi. Ça ne fait pas grand-chose. Mais pour résumer ce que j'ai fait jusque-là, j'ai eu la chance de commencer ma carrière un peu de manière atypique, c'est-à-dire euh, après 2 ans de travail, quand j'ai fini l'université dans mon pays qui est le Bénin, je suis parti directement en expatriation. Donc, la grosse partie de ma carrière a été faite en tant qu'expatrié. Donc, je suis parti, d'abord, j'ai été donc associé de recherche, donc j'ai fait les statistiques et ce qui va avec. Ensuite, j'ai été associé de recherche. Et pendant cette opportunité, j'ai travaillé avec plusieurs organisations internationales comme PSI, DHL, l'Université de Laval. Et après ça, je suis parti en Inde. Je suis parti en Inde en tant que graduate fellow dans un centre de recherche qu'on appelle Focus Scientific Research Center. Et quand j'ai quitté l'Inde, je suis arrivé au Sénégal. Au Sénégal, je suis entré au bureau régional de l'Oxfam en tant que Monitoring and Evaluation Assistant. Et là-bas, j'ai eu la chance de travailler dans le département avec ma patronne.
qui était la coordonnatrice régionale. Et on couvrait 3 pays. On couvrait le Sénégal, le Mali et la Gambie. Et cette opportunité m'a permis, quand j'étais à Oxfam, de voyager beaucoup, de toucher plusieurs pays, et ces différents pays-là. Et euh, puisque je suis un peu impatient, quand j'ai quitté Oxfam, je suis parti au Rwanda en tant que manager de recherche à Innovations for Poverty Action, où j'ai été manager là-bas pendant 3 ans. Et, et après ça, je suis parti, j'ai été promu directeur pays pour l'Afrique de l'Ouest, pour la même organisation, IPA, et je couvrais à l'époque le Burkina Faso, le Mali et la Côte d'Ivoire. Donc, j'avais plus d'une quarantaine de staff sous ma responsabilité, plusieurs millions de projets de dollars. Et également, ça vient avec des opportunités de voyage et des responsabilités. Et j'ai fait ça jusqu'en novembre 2020. J'étais un peu fatigué et j'ai démissionné pour créer une entreprise qu'on appelle l'Impatient. En fait, pas seulement l'Impatient, mais pour me lancer dans le business en général. Et, et donc, depuis 4 ans, on fait l'Impatient, on accompagne les professionnels pour s'expatrier, on fait du coaching, on fait de l'accompagnement, on fait d'autres choses, mais bon, le plus important pour cette audience-là, c'est tout ce qui touche l'expatriation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu beaucoup de résultats, on a eu des preuves, on a des vidéos, des témoignages des personnes que nous avons accompagnées puis ont pu accomplir leur rêve d'expatriation. Et donc, je m'arrête là. Peut-être qu'il y aura d'autres questions. Non, ton micro est fermé. Apparemment, je n'arrive pas à t'entendre. Alors, merci Marius. Vraiment, c'est très intéressant ton parcours. Et je pense que on aura le temps de voir les vidéos, les témoignages. Moi-même, je peux témoigner parce que j'ai participé à ton programme. Et je trouve que c'est très, très intéressant. Il y a beaucoup de choses que personnellement j'ai compris sur les process de recrutement, comment, voilà, il faut préparer son CV international, sa lettre de motivation. Et je trouve que c'est intéressant pour nos abonnés aussi d'avoir un regard sur ces aspects-là parce que beaucoup de gens mystifient l'expatriation et pensent que c'est quelque chose d'inaccessible et qu'il faut peut-être être parfaitement bilingue. Et tu as su dans ce programme-là nous montrer que ce n'était pas forcément le cas. Donc, voilà, merci pour ton parcours. Alors, il y a une question peut-être qui va beaucoup intéresser nos abonnés, c'est, d'après toi, Marius, Hmm, quelles qualités et compétences les recruteurs recherchent-ils principalement chez les candidats à l'expatriation? hmm. C'est Ouais. une très bonne question. Et la question peut aller dans tous les sens. Mais la première qualité, je pense qu'on cherche à l'expatrier, quand on veut un candidat ou qu'on veut un expatrié, c'est une grosse ouverture d'esprit. OK? Et il faut voir ça comme la grande porte d'entrée dans un château. OK? Dans un château, il y a plusieurs maisons, il y a plusieurs cases, plusieurs choses. Mais le grand portail, là, c'est l'ouverture d'esprit. Et lorsque quelqu'un veut et s'intéresse à l'expatriation, la première grosse qualité, à mon avis, c'est l'ouverture d'esprit. Et c'est quoi l'ouverture d'esprit? Oui, on peut imaginer ce que ça veut dire. Mais l'ouverture d'esprit, c'est vraiment cette capacité de pouvoir, excusez-moi. OK, en attendant, peut-être qu'il a un petit souci technique. Chacun peut mettre dans le chat le pays à travers lequel il nous suit, que ce soit le Mali ou d'autres pays. Voilà. Je suis revenu. Donc, Oui. désolé, c'est un souci parental, c'est pas technique. C'est-à-dire, mes enfants voulaient entrer dans le bureau. Je suis à la maison, évidemment. Donc, il fallait que je leur dise de sortir et que je ferme la porte. OK. Euh, donc, revenons à la question qui est, quelle est la grande qualité? La grande qualité qu'on cherche chez les candidats à l'expatriation, c'est l'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit, c'est vraiment cette capacité-là de, d'accepter les différences, mais au-delà de ça, de se dire qu'on n'a pas forcément raison. Ok. Et ça vient avec cette envie, par exemple, de se développer, de s'améliorer. Et je vais lancer
des pics aux gens quand je vais parler tout à l'heure. C'est-à-dire, il y a des gens, depuis qu'ils ont fini d'étudier, ils n'ont jamais fait une formation. Et quand il y a des gens, quand la formation n'est pas sanctionnée par un diplôme, master, licence, doctorat, ils pensent que ce n'est pas de la formation. Et ça, c'est un défaut d'ouverture d'esprit qui peut retarder l'élan de quelqu'un vers l'expatriation. Donc, la première qualité que je dirais, c'est l'ouverture d'esprit. Et souvent, quand l'ouverture d'esprit est là, la curiosité vient avec, vous allez avoir cette capacité de vous approcher des gens, de vous faire accompagner, de lire des choses, d'ouvrir vos horizons. Et l'ouverture d'esprit est d'autant plus importante que lorsque vous allez vous expatrier, voici ce qui se passe. Vous irez dans un autre pays, vous allez rencontrer de nouvelles nationalités et vous devez commencer à laisser ce que j'appelle vos certitudes. Il y a certaines personnes qui sont tellement sûres d'elles-mêmes que quand on leur dit qu'elles ne sont pas en train d'approcher la chose de la même manière, ils se froissent, ils sont frustrés. Et vous savez, quand je suis parti en Inde, pour dire oui, on fait comme ceci. Si vous avez Mhm. collaboré avec les Indiens, vous savez ça. Pour dire oui en Inde, on fait ceci. Et imaginez-moi dans ma tête de francophone ou de francophone africain de l'Ouest, j'arrive en Inde et je dis, on parle anglais, je dis, so do you agree? Et je dis, no, do you agree or you disagree, basically? Il dit, ah, yes, no, yes, yes, yes. Et, et ça m'a choqué. Il y a beaucoup de choses comme ça, hein. Et je donne un autre exemple, vous parlez d'ouverture d'esprit. Au Sénégal, quand j'étais au Sénégal, quand vous allez dans une famille sénégalaise et on vous sert à manger, Mhm. si vous mangez tout le repas, c'est Mhm. comme si vous n'êtes pas satisfait. C'est comme si on ne vous a pas bien servi. Chez moi, Effectivement. plutôt au Bénin à la côte, Bénin, Togo, quand on te sert un repas, tu manges tout, c'est très bien. Ça veut dire que tu dis au cuisinier, j'étais trop satisfait, le repas était doux, je l'ai adoré. Donc, tu vois, ça, c'est deux différences culturelles. Imagine, tu vas dans une famille sénégalaise, on te sert du riz, le bon tiep, et tu manges tout. C'est comme si c'est une insulte à la famille. En fait, on a dit que même quand le repas est doux, tu dois laisser une cuillère ou deux cuillères. Imagine-moi le Bénin, je dis, mais ça n'a pas de sens. Mais le repas est doux, je le mange tout. Non, c'est ce qui s'est passé. Donc, C'est ça. et Merci. c'est ça, parce que tu as à moitié, tu as une partie en toi qui Sénégalais, est à oui, l'aise. je suis tout Exact. à fait. Donc, donc, je dirais l'ouverture d'esprit. Après, les autres qualités viendront, la curiosité, la résilience, savoir que quand on va dans un autre pays, il faut. Mais la base pour moi, je pense, c'est l'ouverture d'esprit. Et j'aime challenger les gens en disant, pour tester votre ouverture d'esprit, c'est déjà dans votre pays, là. Est-ce que vous êtes allé dans les pays limitrophes? Dans votre capitale, là, si vous habitez à Bamako ou bien à Abidjan, est-ce que vous allez au nord? Est-ce que vous allez à Bouaké? Est-ce que vous allez à Korogo? Si vous êtes à Bamako, est-ce que vous êtes allé à Kayes une fois, à Tombouctou? Donc ça, c'est de petits éléments qui développent l'ouverture d'esprit. Et quand vous avez ces éléments d'ouverture d'esprit, c'est plus facile pour vous de vous expatrier. Et quand on coach les gens, je disais, quand on coach les gens, il y a un formulaire dans lequel on demande, est-ce que vous avez déjà une fois voyagé? Et la plupart des gens qui répondent non, ils ne viennent pas dans le programme. Parce que ça témoigne que l'ouverture d'esprit n'est pas encore là. Donc, je m'arrête là. Je ne sais pas si j'ai donné quelques Non, réponses. tu as très bien répondu. Et d'ailleurs, ça fait écho à une partie du programme sur les soft skills dont on a discuté. Et je trouve que, voilà, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à cela. Mais je sais que les participants, eux, ils voient beaucoup plus l'aspect processus recrutement. Qu'est-ce qu'il faut dans un processus de recrutement pour aller à l'expatriation? Quelles sont les étapes clés et comment les candidats peuvent-ils se préparer efficacement? OK, Voilà. d'accord. Donc, d'abord, un processus de recrutement pour l'expatriation n'est pas totalement différent dans la forme. Je dis dans la forme d'un processus normal de recrutement. Donc, on a lancé une candidature, vous postulez, il y a les présélections, dans la forme. Mais c'est dans le fond que la différence est très grande. Je donne un exemple. Lorsque l'on va lancer un processus de recrutement, OK? Lorsqu'on lance un processus de recrutement et on va ouvrir le poste, il y aura une première phase qui va être appelée ce qu'on appelle le fit interview. Fit interview, c'est une interview de 15 minutes maximum que l'assistant RH va faire avec le candidat à l'expatriation avec pour objectif de l'éliminer. Je dis bien, l'objectif, c'est de l'éliminer. Donc, elle ou il va appeler beaucoup de candidats et en 15 minutes, elle va savoir si le candidat est un bon fit ou pas. Et ça, souvent, dans le processus national, c'est pas classique.
Donc, maintenant, lorsque vous postulez à l'international et que vous ne savez pas ce qui arrive dans un fit interview, vous passez à côté. OK? Donc, imaginez, on vient dans un fit interview, vous n'avez pas affaire à votre manager ou à celui qui va euh, être votre direct responsable. C'est l'assistant RH qui forcément n'a pas le contenu technique. Et imaginez quand vous venez dans le fit interview, vous commencez à lui servir du contenu technique. OK, elle est perdue, il est perdu, il dit, je ne comprends rien de ce que ce candidat a dit. Donc, un, c'est par exemple, le fit interview. Maintenant, quand je continue en avant, je vais dans la partie où on vous a présélectionné, tout ça, et il y a le CV, pardon, il y a l'interview, il y a plusieurs niveaux d'interview. Et selon les niveaux, il y a ce qu'on veut voir. On peut chercher à voir, par exemple, au premier niveau, les compétences techniques. On peut chercher à voir ensuite, au troisième niveau, les soft skills, lorsque vous allez rencontrer le manager pays ou le country director. Et à ces différents niveaux, il faut varier comment est-ce que vous vous préparez, les réponses que vous servez. Il faut varier même le sourire ou la tonalité lorsque vous arrivez à ce niveau-là. Mais une chose que je pense qui peut intéresser les gens, c'est avant ça. Parce que beaucoup de gens qui postulent à l'expatriation ont un problème. Ils postulent et ils ne sont jamais sélectionnés. Ils se disent, mais est-ce que j'ai même pas envoyé mon CV? Est-ce qu'ils ont vu mon CV? Il y a certains qui vont jusqu'à dire non, 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 non. Je pense que c'est truqué. Ils ne recrutent que leurs amis. Je suis sûr que tu as entendu ça à un moment donné, Mohamed. Il a dit, Ouais. ils ne recrutent que leurs amis. Non, c'est truqué à l'avance. Ce n'est que les amis qui recrutent. Et lorsque j'entends ça, souvent ça me fait sourire parce que, bon, on ne peut pas recruter que ses amis tout le temps. Et il y a toujours des gens qui commencent à entrer dans l'organisation internationale. Donc, ce qui se Ouais. passe alors, c'est quoi? C'est que les gens ont peut-être un problème de CV. Donc, pour aider les gens à faire le diagnostic, par exemple, lorsque vous postulez tout le temps et on ne vous sélectionne jamais, ça veut dire que vous avez un problème de CV international. C'est-à-dire que votre CV n'est pas bon. Maintenant, quand je dis CV international, certains peuvent se dire, ah, ça veut dire CV traduit en anglais. Ça ne veut pas dire cela. CV international, ce n'est pas CV traduit en anglais. Donc, après, on va corriger, il faut voir le CV international, la lettre de motivation internationale. Il faut voir la technique pour postuler et comment on monte le dossier compétitif. Parce qu'il faut se rappeler, lorsque vous allez à l'international, vous allez rencontrer les Sénégalais, les Béninois, les Tchadiens, les Français, les Américains, de plus en plus les Chinois, ils vont chercher à compétir au même titre que vous. Et donc, ça devient très, très serré. La compétition est rude. Tout à fait. Et je crois que tu as parfaitement trouvé la transition pour la prochaine question, parce que beaucoup de gens pensent que réellement, même si le recruteur ne recrute pas que ses amis, il recrute plus dans la boîte dans laquelle voilà, il a lancé l'offre. Par exemple, moi, je vois des offres de ACF ou de... Voilà. Et je me dis, lorsque je lis l'offre, souvent je vois des petites partie où le recruteur dit il faudra peut-être avoir fait 1 an ou 2 ans dans la boîte et ça peut nous refroidir. Hmm. Bon, c'est pas tout à fait le cas, mais d'après toi, quelles erreurs fréquentes tu as l'habitude d'observer dans les dossiers de candidature Hmm. à l'expatriation et Hmm. comment éviter ces erreurs-là? Donc là, tu allais directement sur dossier de candidature. Donc, dans les dossiers de candidature, il y a beaucoup d'erreurs que les gens font. L'erreur la plus classique, donc c'est d'abord dans la constitution du CV. Quand les gens commencent à postuler, OK, je prends ce qui est le plus simple. Lorsque une offre d'emploi ou bien un appel est ouvert à l'international, il faut postuler dans la langue dans laquelle l'annonce a été diffusée. Donc, si l'annonce initiale, attention, il y a des sites web qui vont traduire les annonces pour vous, mais il faut aller chercher l'annonce initiale. Lorsque l'annonce initiale qui a quitté l'organisation a été faite en anglais, il est attendu donc que tous vos dossiers arrivent en anglais. Donc, si jamais vous voyez l'opportunité qui a été traduite par un autre site web en français et que vous postulez en français, ce qui se passe, c'est que vous-même, vous avez décidé du sort de votre CV, c'est-à-dire le dossier va à la poubelle. Donc, il faut faire attention à postuler dans la langue dans laquelle l'offre a été publiée à l'origine. Ça, c'est la première erreur que je vois. La deuxième erreur, ce sont les erreurs de constitution de CV. Il y a une chose qui se passe, et ça rejoint un peu le CV international. Lorsque vous postulez à une position à l'international, la plus grosse erreur, c'est de dire, je vais envoyer mon CV et je vais mettre tout dans mon CV. On ne sait jamais, ils vont trouver ce qu'ils cherchent. On ne sait jamais, peut-être que ça, là, ça va les intéresser. On ne sait jamais. Et ce qui se passe quand on dit on ne sait jamais,
c'est que l'on envoie un CV que je peux appeler CV poubelle parce qu'il y a tout dedans. Maintenant, prenez un exemple. Imaginez que vous allez, vous allez à l'hôpital et que vous avez des maux de tête. Ok. Vous avez des maux de tête, non, pas à l'hôpital, à la pharmacie. Vous allez à la pharmacie, il y a vous avez les maux de tête. Vous entrez dans la pharmacie et le pharmacien vous dit, non, il y a tous les médicaments ici. Choisissez ce que vous voulez. Ce qui va se passer, c'est que vous allez être perdu, vous allez être confus. À moins que vous soyez médecin vous-même ou bien pharmacien, vous allez être confus. Parce qu'il y aura tout. Il y aura maintenant les produits de beauté dans la pharmacie, il y aura le frigo du yaourt, il y aura tout dans la pharmacie, vous allez être perdu. Et ce qui se passe lorsque beaucoup de candidats envoient leur dossier, ils envoient un dossier, il y a tout, ils envoient un CV, il y a tout. Ils se disent, bon, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Il y aura, si j'ai la chance, on ne sait jamais. Et ça, c'est une grosse erreur parce que le recruteur international, lorsqu'il ouvre son poste, il a un problème. Donc, il faut toujours se rappeler, le recruteur international, lorsqu'il va lancer son offre, il a un problème et il attend que vous puissiez lui donner la solution du problème. C'est comme quelqu'un qui dit donc, j'ai mot de tête et vous lui donnez le truc de mot de ventre. Ou bien vous lui dites non, comme les gens font au village là, cette potion magique là, elle guérit toutes les maladies. Ça ne marche pas, malheureusement, à l'international. Donc, l'autre chose que je vois comme erreur également, c'est comment on peut appeler l'erreur d'impréparation. Donc, imaginez que vous avez postulé et que maintenant vous êtes maintenant invité vous avez la chance d'être présélectionné et vous allez dans la phase des tests techniques ou des interviews. Et les gens ne se préparent pas. Et je vais me faire un focus sur les interviews. L'interview à l'international n'est pas l'interview à l'échelle nationale. Le niveau de compétition et de préparation requise est totalement différent. Il y a des gens qui vont simplement, ils se disent, bon, ça va aller, je parle un peu anglais, non? Je peux me débrouiller. Et bon, et ce n'est pas suffisant. À un moment donné, il faut vraiment se préparer. Il faut faire des jeux de simulation. Si vous avez un partenaire qui s'y connaît bien en interview, il faut faire des jeux de simulation, se préparer, se faire aider pour pouvoir mieux apprécier les réponses. Donc, je vais m'arrêter là. Peut-être si on a d'autres questions dans le chat ou bien si euh, tu as d'autres approfondissements, ça peut être intéressant. Non, bon, en fait, tu as parlé des erreurs. Maintenant, quelles sont peut-être les recommandations, Hmm. euh, voilà, un peu plus approfondies, des recommandations pour rédiger une lettre de motivation et un CV international? Peut-être des grandes lignes, 3 points Oui. assez conséquents. Donc, là, je vais commencer peut-être à donner des astuces et aller dans la pratique. Donc, nous, ce que nous faisons à l'impatient, on a des logiciels qu'on utilise pour accompagner les professionnels également. Donc, si vous voulez faire les bonnes pratiques, c'est la première chose, c'est lorsque vous préparez votre dossier, il faut vous demander est-ce que je mets toutes les chances de mon côté? C'est-à-dire, quand vous montez un dossier pour l'international et que vous savez que vous avez banalisé le dossier, franchement, ne vous prenez pas au recruteur parce que vous-même, vous savez que vous avez banalisé le dossier. Et quand je dis banaliser, chacun sait quand il banalise un dossier. Chacun de nous sait quand il banalise une candidature qui doit monter. Il attend la dernière minute et il fait un truc rapide et il envoie. Et pourquoi il ne faut pas banaliser son dossier? Parce que ce qui se passe, la réalité, vous allez peut-être postuler 199 fois et les 199 fois seront des échecs. Et c'est la 200e fois qui est la réussite. Et c'est à cause justement de la seule 200e là, position qui est la réussite qu'on va mouiller tout le maillot pour y arriver. Donc, une autre manière de dire, vous allez vous préparer, vous allez envoyer des dossiers de grande qualité et à cause du seul dossier qui va marcher, votre vie change. Et la réalité est simple. Hein. Regardez, comme moi, je prends mon parcours, je prends tous ceux que j'ai connus qui se sont expatriés. C'est un seul poste qui change la vie. Ça n'a pas besoin de 3 postes. C'est un seul poste. Un seul poste, vous êtes à 3 000 $, 4 000 $, 5 000 $ et la vie change. Et quand vous avez ce seul poste-là, vous la coulez douce, vous ne parlez même plus. Donc, c'est un seul truc. Et quand je dis ça, parfois les gens peuvent trouver que mais c'est banalisé. Je dis oui, c'est banalisé parce que c'est un seul poste qu'on cherche. Et le seul poste là, pour l'avoir, on va envoyer beaucoup de dossiers, on va faire beaucoup de choses. Mais dès qu'on a le seul poste, on oublie tout ce qui s'est passé comme tracasserie. Donc, un premier conseil, c'est vraiment de mettre du soin dans la candidature. Le deuxième conseil, c'est, il va dire ça en anglais, you don't know what you don't know. Okay? Donc, quand on veut se mettre dans un domaine donné, okay, si vous êtes malade, vous allez voir un médecin. Quand vous avez un problème d'agriculture, vous allez voir un agronome. Donc, de la même manière,
Et ça, je le dis parce que je le dis de la même manière, lorsque vous avez un problème sur l'expatriation, il faut chercher des gens qui se sont eux-mêmes expatriés ou bien qui savent comment on fait pour s'expatrier. Parce que ce qui se passe aussi que j'ai remarqué parfois, c'est que des gens demandent conseil, OK, demandent conseil à des gens qui ne se sont pas expatriés. Je donne un exemple, quelqu'un demande conseil à sa mère. Maman, je veux m'expatrier, qu'est-ce que tu en penses? Mais la mère, elle a jamais, la mère, elle vend au marché, elle ne s'est jamais expatriée. Et la mère dit, c'est une bonne chose. Mais attention, si tu te rappelles, l'autre qui est parti là-bas, il n'est plus jamais revenu au pays. Bon, la mère ne sait absolument rien de ce qui se passe. Donc, à un moment donné, lorsque vous demandez conseil, il faut demander des conseils sur des personnes avisées. Et je vais faire un clin d'œil à tout ce qui se crie, tout ce qui se dit sur LinkedIn. Il y a beaucoup de personnes qui écrivent des choses sur LinkedIn, parfois qui créent la confusion. Et je vais inviter les gens parfois. En fait, si quelqu'un cherche conseil, c'est quelque... en fait, ok, imaginez que vous allez voir un étudiant en première année de médecine et vous lui demandez de vous faire un soin. Ça, c'est mettre votre vie en danger. Alors que vous pouvez aller voir le spécialiste ou le technicien qui a fini sa formation et qui a eu des expériences. Donc, ce que veut dire le deuxième point pour mieux faire, c'est à un moment donné, il faut se faire accompagner. En tout cas, si vous voulez une carrière extraordinaire, moi, j'ai beaucoup de coachs, j'en ai encore jusqu'à demain. Et je peux voir s'il y a certains qui sont en ligne, mais j'ai présentement, je suis dans un coaching, moi aussi qui suis ici. Et donc, si, et tous les grands joueurs au monde ont des coachs, Simone, Ronaldo, Lionel Messi, Simone Biles, celle qui fait la gymnastique. Donc, toutes les personnes que vous connaissez qui font des choses extraordinaires ont des coachs. Maintenant, il y a des gens qui disent non, j'ai pas besoin, je vais me débrouiller. Et je dis, oui, tu peux te débrouiller, tu vas arriver. Mais la question, c'est combien de temps tu vas perdre dans ta vie pour y arriver. Exactement. Et c'est ça, je crois, parce que dès que j'ai vu tes publications sur LinkedIn et tout de suite, ça m'a intrigué. J'ai cliqué pour voir ton profil et à travers les témoignages, j'ai vu que tu étais spécialisé dans ce domaine-là et cela m'a poussé à m'inscrire à ton programme. Et peut-être tu pourrais parler un peu du programme, en quoi le programme est vraiment unique et quels bénéfices peuvent en tirer euh, nos participants qui souhaiteront s'inscrire au programme. Donc, c'est une très bonne question. D'abord, il faut dire que il y a beaucoup de choses, mais je vais parler d'un seul programme. Et je vais faire le lien avec ce qu'on est en train de préparer, Mohamed et moi, sur Bamako. Ok. On a un programme qui s'appelle Départ. Ça veut dire décroche ton poste et accomplis ton rêve de l'international. C'est un programme de coaching sur 12 mois où on vous accompagne pour réussir votre première expatriation ou un changement de poste. Dedans, il y a plusieurs composantes. Ok. Et il y a plusieurs éléments. On va vous parler, par exemple, de comment se projeter pour réussir. On va vous parler de la question de est-ce que l'anglais est un élément indispensable pour réussir. On va parler du CV international, de la lettre de motivation. On va optimiser votre profil LinkedIn. On va vous montrer des stratégies de candidature. Et parlant de stratégie de candidature, par exemple, beaucoup de gens font cette stratégie-là qui s'appelle postuler, j'appelle ça postuler et attendre. C'est-à-dire, ils postulent et ils croisent les doigts. Ensuite, ils vont à la mosquée ou bien ils vont à l'église ou bien ils restent à la maison, ils disent à leur femme ou à leur mari, j'ai postulé à un poste, je te jure. S'ils sont corrects, c'est mon poste. S'ils ne font pas de magouille, c'est mon poste. Non, je te dis que c'est mon dossier. C'est comme s'ils ont lu mon CV et ils ont écrit le cahier de charge. Donc ça, c'est postuler et attendre. Et ça ne marche plus. Il y a une autre manière de faire aujourd'hui qui marche. C'est un mélange de postuler réussi, mais en plus de faire du réseautage, de comment utiliser intelligemment LinkedIn. OK? Ensuite, on travaille sur le réseautage. Donc, on va vous montrer un peu comment vraiment réseauter au haut niveau. Dans le programme, on va vous montrer un peu les stratégies aussi pour postuler, comme je l'ai dit, comment on monte le dossier. De manière pratique, c'est que on fait une séance où on est assis ensemble, on monte le dossier, je vous montre comment on fait, etc. Il y a également un module qui s'appelle famille et santé. Et dans ce module, on invite par exemple vos conjoints, vous dit venez à la séance et on discute. Je me rappelle, on a fait cette séance-là avec Michel, il y avait d'autres personnes. Et les familles étaient là, les conjoints, les femmes, les maris. Et pourquoi on fait on a ce module-là? Parce que si vous pensez votre expatriation en tant que solo, vous êtes sûr d'aller vous cogner la tête. Parce que l'expatriation, c'est stressant, c'est demandant. Ça demande beaucoup de choses de vous. Et si vous allez y aller seul, sans avoir votre équipe derrière, et votre équipe, c'est quoi? C'est votre mari, votre femme, vos enfants, etc. Si vous ne les avez pas comme soutien, ça va être difficile, ça va être très difficile.
On a vu des organisations que tout le monde connaît où le taux de divorce est comme ça, est très, très, très élevé. Donc, une fois dans le programme, il y a également le fait que vous avez un accompagnement de type en coaching illimité. C'est-à-dire, quand vous êtes dans ce programme-là, toute l'année, si vous avez une interview, vous nous dites, bah oui, j'ai une interview, on s'organise pour avoir le temps pour vous préparer à l'interview. Parce qu'on est avec vous sur ce plan-là. Maintenant, cerise sur le gâteau, dans ce programme-là, vous avez une option incroyable de satisfaire ou rembourser. Et on a la chance que jusqu'à présent, personne n'a encore été remboursé, personne n'a demandé son remboursement. Et pourquoi on a cette option? Parce que bonne réputation vaut mieux que mauvaise fortune. C'est-à-dire l'argent que le client investit, il est très important qu'il trouve bénéfice, rentabilise. Et on met tout en œuvre pour que cela aille, que le client rentabilise. Le point que je veux faire maintenant, c'est la transition avec ce qu'on est en train de préparer. Et ça, c'est le programme départ. Ce programme-là, aujourd'hui, il est un peu cher. Mais avec Mohamed, on est en train de penser, et je te remercie Mohamed pour avoir pris ce leadership-là, on est en train de penser à organiser un événement physique à Bamako. C'est-à-dire, on va faire une journée de coaching en expatriation. Donc, si vous êtes à Bamako, je pense que Mohamed, les gens peuvent commencer déjà à regarder le lien que tu vas mettre dans le chat. Si vous êtes à Bamako, ou que même si vous êtes à Dakar, ou bien tous les pays frontaliers de Bamako, je vous ai dit l'ouverture d'esprit tout à l'heure. Tous ceux qui sont frontaliers du Mali, vous pouvez voyager pour venir à Bamako. Et ça va être magnifique parce qu'on aura une journée entière. Je serai là, Mohamed sera là, et nos deux équipes seront là et on va parler d'expatriation. On aura vraiment la chance d'entrer dans le détail, de vous montrer des choses. Et, et je vais laisser Mohamed après revenir sur les détails, les conditions de participation. Mais c'est quelque chose d'incroyable qu'on veut faire dans ce sens que on va, on va être avec vous face à face et on pourra organiser, on pourra travailler sur. Ça, c'est pour ceux qui sont à Bamako. Ne vous inquiétez pas si vous êtes dans d'autres pays, on va y arriver progressivement. Mais on va commencer par Bamako. Et pourquoi Bamako? Parce que Bamako, c'est quand même l'empire Songhai. C'est le plus grand empire africain qui ait jamais existé et le plus riche de l'Afrique. Et comment il s'appelle là? Le milliardaire qui a fait la caravane là. Kankou Moussa, Kankou celui qui Moussa, a vendu toute notre richesse là, il n'a pas tout vendu, il en reste encore. La preuve, regarde, il a tout donné. il a tout, il y a encore beaucoup d'or au Mali. Hein? Donc, donc, merci beaucoup. Je m'arrête Merci, là. Manu. Je pense que juste avant d'aborder la conférence, Oui. j'ai encore peut-être deux dernières questions à te poser qui vont sûrement intéresser les participants. C'est de savoir jusque-là, euh, combien de personnes tu as coachées, Hmm. vraiment jusque-là depuis tes débuts. Et aussi, quel est le taux de succès de ces coachings-là? Est-ce que toutes ces personnes-là ont réussi à avoir l'expatriation et comment tu es en contact avec eux jusqu'à présent? Est-ce qu'ils te contactent et Hmm. voilà, des Hmm. feedbacks et tout? Très bien. Parce Et que d'accord. Donc, la première question, c'est, donc, si quelqu'un attend que je lui dise que le taux de réussite, c'est 100%, c'est faux, ce n'est pas 100%. C'est-à-dire, si j'ai coaché 100 personnes, tous les 100 ne sont pas encore expatriés. Pourquoi? Les 5 doigts de la main, là, ne sont pas égaux. Et pour la simple raison également qu'il y a des réalités. Ok, moi, je suis un coach. Le coaching, ce n'est pas un médicament. C'est-à-dire, ce n'est pas parastamol. Le coaching, ce n'est pas un parastamol, on prend comme ça. On met dans la bouche, on boit l'eau, ça travaille. Le coaching va demander, c'est une relation où moi j'apporte une expertise avec mon équipe, mais la personne qui est coachée doit jouer sa partition. Okay? Et donc, ça fait que lorsque vous décidez d'être coaché, souvent, la plupart du temps, quand les gens décident d'aller vers un coach, c'est qu'ils sont mentalement prêts. Ils se sont dit, écoute, j'ai essayé les choses moi-même seul, ça ne marche pas. J'ai besoin d'aide, je vais me faire aider. Donc, ils sont dans une préparation mentale prête pour se faire accompagner. Donc, ça, c'est la première partie. Et donc, lorsque parmi vous ici, que ce soit avec moi ou avec une autre personne, lorsque vous décidez de vous faire accompagner, il faut vraiment se demander, est-ce que mentalement, je suis prêt à me faire accompagner? Parce qu'il y a quatre manières de faire dans un jeu. Soit, quand vous décidez de faire quelque chose, vous pouvez dire, je ne fais pas la chose. Ou vous pouvez dire, je vais faire semblant de faire la chose. Ou vous pouvez dire, je fais la chose, et, mais je me dis que ça ne va pas marcher. Donc, je viens déjà avec une mentalité défaitiste. Et la dernière partie, c'est de faire la chose et de dire, je vais y arriver. L'échec, c'est de l'entraînement. Donc, maintenant, donc, la première réponse est, notre taux de réussite, ce n'est pas 100%. Maintenant, la deuxième partie de la question, maintenant, notre taux de satisfaction, là, je peux te dire qu'on est à 99%.
Et c'est quoi la satisfaction? Quand les gens viennent dans le programme départ, ils sont à différents niveaux de leur vie. Il y a des gens qui viennent, ils ont besoin de clarté sur leur choix de vie. Je vais vous donner un exemple. Il y a des gens qui sont venus dans le programme départ, ils disent qu'ils veulent s'expatrier, mais après, ils me disent, Marie, non, non, moi, je veux être entrepreneur. Avec ce que tu m'as montré tout ça là, je pense que je veux être entrepreneur. Et je dis, mais tu es venu pour t'expatrier, hein, pourquoi tu changes? Et il y a une personne que beaucoup de gens peuvent connaître sur LinkedIn, elle s'appelle Essie, elle est togolaise, elle parle un peu de ce truc-là. Cette temps-ci, elle parle de service clientèle. Ok. Et bref, quand elle est arrivée, elle dit, je veux m'expatrier. Après, elle dit, non, je veux devenir entrepreneur. Donc ça, c'est un exemple. Il y a des gens qui viennent, ils ont un problème d'interview. Il a dit, ils ont postulé pendant longtemps, mais ils échouent aux interviews. Ils disent, tu veux que dans le campagne, tu me montres, moi, mon focus, c'est les clés pour l'interview. Et on leur donne, par exemple, nos cartes physiques d'interview, on leur fait les simulations et ils sont contents. On a eu des clients, il y a un monsieur, il est venu dans le programme et c'est sa femme qui a eu 10 opportunités plus que lui. C'est-à-dire, lui, il est venu dans le programme. Et évidemment, vous savez, notre programme, c'est un programme africain, c'est pour les Africains. Donc, les Africains, ils partagent. Donc, quand je coach un homme, le soir, quand il parle avec sa femme, il lui dit, écoute, j'ai fait un coach, le coach, il a dit ça et ça. Donc, conséquence, sa femme a eu, littéralement, il m'a écrit un mail et il dit, ma femme, c'est ma femme qui est la plus bénéficiaire du programme départ. Parce qu'elle, elle a eu plus d'opportunités, parce que ce qui se passe, c'est que quand je l'ai coaché, lui, le soir, il montre, il explique des choses à sa femme, il dit, non, tu as interviewé, non? Attends, on va utiliser le truc le 4 de Marius, là, de l'impatient, etc. Donc, maintenant, quand je dis la satisfaction, c'est plus de 99%, c'est que lorsque nous accompagnons les gens, est-ce que les gens voient de la transformation? Vous savez, quand quelqu'un commence un programme, il peut être ici, OK? D'autres peuvent être ici. Donc, chacun va évaluer comment il a quitté cette étape pour avancer. Et il y a aussi il y a des gens qui prennent du temps pour y arriver. Il y a des gens, donc, quelqu'un a dit la dernière fois, il ne sert à rien de courir, chacun est dans son couloir. Il y a des gens qui ont eu le bac, ils ont eu le master, un an après, ils ont eu le travail. Il y a des gens, ils ont attendu 5 ans, mais quand ils ont eu le travail, là, le salaire qu'ils ont gagné, ça a dépassé tous ceux qui avaient eu le travail très tôt. Ouais. Donc, donc, sur la satisfaction, voilà ce que je peux dire. Maintenant, nous avons un système en interne pour suivre la satisfaction. Il y a deux systèmes. Le premier, c'est, on a une plateforme il y a une plateforme qui est virtuelle, qui est publique, qu'on appelle Trustpilot. C'est une plateforme publique, je peux mettre le lien. Et sur la plateforme, les gens peuvent aller évaluer votre business. OK? Trustpilot, l'impatient. Donc, si tu permets, je peux partager mon écran, hein. Oui, Euh, je peux? Je peux? oui. Oui. D'accord. Je peux partager mon écran. Donc, par exemple, quand on va sur la plateforme Trustpilot, ça c'est Trustpilot que je montre à l'écran. Euh, Tout le monde voit Trustpilot, n'est-ce pas? Oui. Yes, check. Voilà. Quand on va sur Trustpilot, on a 56 avis. Et sur Trustpilot, c'est littéralement les gens notent quoi. Tu ne peux pas aller dire à quelqu'un de fabriquer des choses ou tu ne peux pas fabriquer des choses. Donc, tu vas sur Trustpilot, il y a 56 avis et on est à 4,8 sur 5. Ok. Donc, ça veut dire que les gens, globalement, les gens ne sont pas satisfaits. Ensuite, je vais mettre dans le chat pour les gens des vidéos de nos clients, des clients qui ont eu des réussites, qui ont multiplié leur salaire par 10, par 3, par 6. Et ces personnes-là peuvent regarder ça après. La bonne nouvelle, c'est que ici également, j'ai dans l'appel ici, peut-être que ça peut être intéressant à un moment donné. Et, il y a des gens ici qui ont fait le programme. Il y a il y a beaucoup qui sont là, qui depuis des années travaillent avec moi ou qui ont fait notre programme. Donc, eux aussi peuvent dire leur expérience. Parce que si tu regardes juste le nombre de dire c'est 100%, c'est pas 100%, je réponds en même temps, ce n'est pas 100%. Donc, si quelqu'un est. En fait, ce qui est même dangereux, si c'était 100%, voici ce Mhm. qui allait se passer, c'est que ma maison va être remplie donc, il y aura un rang qui va quitter peut-être Bamako jusqu'à Dakar. Et les gens auront leur argent comme ça. Ils disent, Marius, prends mon argent, donne-moi Mhm. expatriation. C'est sûr que ça là, tu imagines, ça va être un scandale. Voilà. Cela dit, si les gens, quand ils viennent chez nous, ils font ce qu'il faut faire. Et avec un peu de chance, vraiment, la providence s'ouvre et ils réalisent leurs rêves. Donc, je vois des gens ici, hein, il y a Talara, il y a
il y a Miché, il y a Ahmed, il y a des gens que je connais qui, et ces gens-là, s'ils ont envie, ils peuvent ouvrir pour dire, écoutez, depuis des années, je suis ce monsieur, il nous envoie des choses, on partage des choses, et est-ce que ça change notre vie? Ok. La question, c'est ça aussi. Est-ce que ça change notre vie? Parce que parfois, tu peux juste penser à regarder la réussite en termes de, oui, j'ai eu un nouveau poste, mais, et comme je le dis aux gens, l'expatriation n'est pas plus importante que votre vie. Réussir votre vie est plus important que l'expatriation. Tout à fait. Je m'arrête là. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut rapidement témoigner 1 ou 2 minutes parmi les coachés, plus partager un peu ses expériences, comment il a vécu le programme et en quoi cela a contribué à un changement positif dans sa vie. Donc, on peut donner la parole à... Donc, il faut dire on les a pas prévenus. Donc, s'il vous plaît, On n'a prévenu personne. sentez-vous vite à l'aise, hein? Ne vous sentez... Donc, et comme Oui, j'aime le dire, vraiment, il faut dire ce que vous avez sur le cœur aussi parce que euh, Marius ou Mohamed ne peut pas coacher tout le monde en Afrique. C'est pas possible. Donc, voilà quoi. Donc, il y a Ahmed qui a levé la main. Ahmed, vas-y. oui, Ahmed. Alors, vous me recevez? Oui, Ok, merci beaucoup. Merci à Marius. Bonsoir, Mohamed. Ravi de faire ta connaissance et tout. Le témoignage que moi je peux apporter par rapport à l'impatient et à Marius particulièrement, même s'il est vrai que je n'ai pas encore fait le programme départ ni expatriation, mais j'ai eu à effectuer des achats, présentations et comment préparer le CV international, la lettre de motivation et aussi j'ai payé aussi les cartes. Et il faut avouer que cela m'a aidé. Une fois aussi, j'ai payé un défi junior pour un poste et Maurice a tout préparé avec son équipe. J'ai été retenu à l'entretien. N'eût été la distance de là où j'étais résident et là où je dois aller faire l'entretien en présentiel, j'aurais continué. On a essayé de relancer sur les recommandations de Marius pour qu'on puisse faire un entretien en visio, mais ça a été niet. Marius a voulu insister plus. J'ai dit non. Moi, j'ai déjà ce que je voulais en venant à un premier contact. Et à la suite de cela, j'ai fait les achats de CV, l'aide de motivation. Et depuis lors, non seulement je suis son actualité, à chaque fois que je veux monter un dossier, j'essaie de m'inspirer de ce que j'ai eu comme cours pour la première fois. Et je dois dire que ça m'a presque toujours réussi, du moins pour passer à chaque fois la première phase de sélection, aller à l'entretien, à l'interview, quitte à échouer et tout. Donc, c'est un réel plus. Et si je ne suis pas encore décidé à passer au programme de départ, c'est que je me suis fixé certains objectifs professionnels et personnels avec un certain nombre d'années. Et je pense être sur la bonne voie pour atteindre ces objectifs. Et maintenant, rentrer de plein pied dans le programme de départ pour l'exploitation, si bien sûr ma candidature est retenue par l'équipe de sélection de Marius. Donc, j'encourage tous ceux qui sont là même s'ils ne sont pas prêts à aller au programme de départ, de prendre quelques accompagnements de Marius et eux-mêmes, ils verront la différence, que ce soit dans les différents processus que eux-mêmes, ils vont commencer par faire et tout. Merci beaucoup et au plaisir de toujours suivre Marius et ses actualités. merci. Merci Merci. beaucoup. Merci, Ahmed. Ah oui. Marius, Oui, tu m'entends? il y a des commentaires par rapport à ce témoignage? Moi, je n'ai pas de commentaires. Je me rappelle, je sais très bien, Ahmed. Et la dernière fois, j'étais. OK, une chose que certains ne savent pas, c'est que quand vous travaillez avec moi, je connais presque votre carrière. Je connais l'actualité de vos carrières. Donc, Ahmed, je sais les mouvements qu'il est en train de faire dans sa carrière. Et il ne s'est pas présenté, il était au PAM, pour le Programme alimentaire mondial, et maintenant il est passé à l'OIM. OK.
Et donc, ça, c'est aussi au niveau de détail là, je sais, sur les personnes avec qui je travaille. Donc, euh, il y a d'autres, hein, il y a quelqu'un qui est admin, je ne sais pas qui est admin, hein, bon, je lui donne la parole. Oui, admin a levé la main. Je pense que, il peut s'introduire. Je souhaite encore à Ahmed beaucoup de succès et parce que c'est de bons nouveaux challenges qui va relever encore et aller plus loin. Bon, on Et attend. en Tiens, attendant, il y a Michel qui veut parler aussi. Je pense qu'on va lui donner la main. Michel. OK. Oui, Michel. Oui, voilà. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Marie et bonsoir Mohamed. Salut, Donc, Michel. moi, je vais pas être long. Je vais juste dire que je fais le programme de départ et je pense il faut un sacrifice à un moment donné dans sa vie, dans sa carrière. Et ce sacrifice-là, il faut investir un coup. Et je pense que le programme de départ, c'est un programme qui nous permet en tout cas de pas remettre en cause beaucoup de choses, mais en tout cas, c'est une opportunité de s'améliorer de jour en jour et de pouvoir être prêt à saisir des opportunités à l'international, surtout en Afrique. Donc, pour moi, je conseillerais le programme départ. Ceux qui auront besoin de conseils, nous, on est là. On est ce qu'on appelle les almuniens. On est des anciens du programme, on peut, voilà, expliquer. Et moi, en tout cas, j'utilise, comme Marie a le dire, tout ce a été dit, voilà, tout ce qui est, voilà, CV international, l'aide de motivation, voilà, les astuces qu'on a eues pendant qu'on faisait les séances sur les soft skills, voilà, la séance avec la famille, voilà, beaucoup d'autres choses, hein. Et Maurice, je pense que ce que je recommande par rapport à ça, c'est que une fois que tu participes au programme, c'est un réseau international dans lequel tu es. Par exemple, aujourd'hui, je communique bien avec les gars de la Côte d'Ivoire avec qui je fais le programme, les gars de la Mauritanie avec qui je fais le programme. Et donc, on s'échange des nouvelles, on partage des opportunités entre nous et voilà. On se conseille mutuellement. Donc, ça, c'est des avantages et qui peuvent, en tout cas, nous permettre d'aller à l'expatriation. Donc, voilà. Moi, je ne peux que vous encourager si vous n'avez pas tout l'argent, à citer des produits. Voilà, ça peut être le CV international ou la lettre de motivation, ou même les cartes d'interview, etc., etc. Mais c'est un programme, à un moment donné, investissez en vous et préparez-vous, comme Marius l'a dit, à avoir toute cette ouverture d'esprit-là pour pouvoir, en tout cas, décrocher l'expatriation en Afrique. Merci, Mohamed. Bon courage à toi. Je pense que les gens de base humanitaire vont beaucoup aimer ça et surtout nos compatriotes maliens. Allez, bon courage et bonne chance à tout le monde. Merci. Merci beaucoup, Michel. Merci. Merci beaucoup, Michel. Puis, oui, je pense qu'au Mali, il y a l'opportunité de participer à ce fantastique programme. Et aujourd'hui, en République du Mali, il y a plus de 300 et quelques organisations internationales. Et imaginez tous ces staffs qui aspirent à une carrière internationale. J'en connais beaucoup. Et je crois que c'est d'ailleurs pour cela qu'on a établi ce partenariat avec l'Impatient. Et le faire en présentiel, pour nous, était une opportunité de pouvoir échanger vis-à-vis, face-to-face avec Marius. Et la conférence qu'on organisera le 27 décembre ici à Bamako, ça sera l'opportunité de pouvoir poser toutes vos questions directement au coach. Moi, j'appelle Marius le magicien de l'expatriation parce que il a toutes les astuces et tout ce qu'il faut pour cela. Donc, voilà, la conférence aura lieu à Bamako et l'endroit sera communiqué ultérieurement à tous nos inscrits. Mais ce qu'il faut savoir déjà, c'est que à la fin de de ce webinaire, on va directement ouvrir les inscriptions. Et toutes ces personnes qui s'inscriront
aujourd'hui jusqu'à demain bénéficieront d'un tarif préférentiel parce que le coût même de la formation est estimé à 89 000. Mais exceptionnellement, pour ceux qui sont dans le webinaire et ceux qui réussiront à s'inscrire à partir d'aujourd'hui jusqu'à demain pourront payer la somme de 59 000 francs. Alors, pour ne pas aussi être voilà, dur avec les autres, à partir de la journée de demain jusqu'à une semaine avant la conférence, l'inscription sera à 75 000 francs. Et là, je sais qu'il y a toujours des retardataires. Et là, on peut rien faire pour vous, les retardataires, parce que vous allez payer la somme exacte qui a été prévue pour la conférence, qui est de 89 000. Donc, je vais partager ces montants dans le chat. Et je vais aussi, avant de prendre toutes vos questions, on va donner la parole à Marius pour qu'il dise un peu à quoi s'attendre lors de la conférence. Qu'est-ce qu'il y aura concrètement lors de la conférence? Merci Les beaucoup. Merci beaucoup, pratiques, Mohamed. voilà. Non, je suis en train de regarder les chats, mais j'ai mis quelqu'un a dit qu'il y a pas, le lien ne marche pas. Donc, je viens de remettre cela. Donc, le lien, il faut voir ça. Et si les gens sont à Bamako, les amis, si vous êtes à Bamako, il faut en profiter parce que aujourd'hui et demain, c'est le prix cadeau. OK? Et bon, ceux qui savent qu'on fait les programmes, ceux qui savent ce qu'on fait à l'impatient, pour pour une heure de coaching avec moi à l'impatient, c'est $300 il faut payer pour une heure de coaching. OK? Et je dis souvent aux gens, euh, et les gens payent ça, au passage, les gens payent ça parce que ils savent qu'il y aura les résultats. Et j'ai pas besoin de le dire, mais je suis parfaitement bilingue. Donc, que vous veuillez postuler aux Nations Unies ou pas, je sais comment on peut vous aider. Et la chance que j'ai eue aussi, c'est qu'en ayant été manager, technicien, directeur, je sais ce que les gens cherchent en fait au haut niveau. Et donc, si vous êtes à Bamako, ça va être vraiment magnifique pour qu'on se voit et qu'on travaille toute une journée. Mais cette fois-ci, vous serez avec nous toute une journée, mais à un prix fracassé de 59 000 francs si vous confirmez votre inscription entre aujourd'hui et demain. Et qu'est-ce qui va se passer à Bamako? À Bamako, c'est toute une journée dont je ne vais nulle part. Je suis avec vous toute la journée. On va faire deux composantes essentielles, non, trois composantes essentielles. Il y aura le CV, dont on va faire une séance de 4 heures sur CV international, dont on va écrire votre CV avec vous en live. Ensuite, on va faire du montage de dossiers. Donc, je vais vous montrer comment on monte un dossier compétitif à l'international dans la science. Et dans l'après-midi, on va parler d'interviews. Donc, on va faire des simulations d'interviews. Il y aura des gens qui vont s'asseoir sur le panel et on va faire d'interviews. Donc, ça, c'est ce qui va se passer à Bamako en live. Et évidemment, comme je suis présent à Bamako, je serai présent à Bamako, on va, en fait, vous pourrez me poser toutes les questions. J'aime dire aux gens, si je suis physique présentement avec vous, vous avez du coaching gratuit parce que vous ne pouvez pas me poser une question, je vais me taire, je vais dire, je ne réponds pas. Donc, donc, profitez parce que quand je serai là, évidemment, les soirs, à partir de, peut-être je vais rester là jusqu'à 19h, etc. Mais le soir aussi, je suis souvent flexible pour chatter avec l'un. Je pense que la dernière fois quand j'étais à Bamako, on a eu la chance de se voir, Mohamed et certains qui sont venus et on s'est rencontrés à l'hôtel. Donc, vraiment, ça va être une occasion pour moi de vous rencontrer et d'échanger, de travailler sur ces trois composantes-là. CV international, préparation, montage de dossier et plus interview. C'est ça. Non, OK. quelqu'un a demandé le montant communiqué, c'est pourquoi son On a équivalent. donné en offre, il voulait savoir le montant en USD, Mais en dollars. Fidèle Mourambi, tu n'es pas au Mali, non? Tu es au Congo ou bien au Burundi? Mais Mohamed, Mohamed, ce que tu as mis, tu m'as écrit le Oui, montant. Je pense que tu as mis ça dans le chat privé. Je copie ce que tu avais écrit pour s'assurer que les gens voient le message.
Voilà. Donc, maintenant, Mohamed, si tu permets, j'ai vu beaucoup de questions dans le chat. Et si on Oui, essaye le peu de temps qui nous reste là, d'essayer de répondre à toutes ces questions-là individuellement. Je pense que c'est bon, on peut faire ça, tu permets? oui, oui. Talara a Oui. écrit, non, quelqu'un a dit, je ne suis pas sur le nom présélection sur la qualité Je des pense CV. qu'on peut regrouper les questions. Il y a des questions similaires. Vas-y, oui. Par exemple, il y a plusieurs questions qui concernent l'anglais. Il y a beaucoup de gars qui posent la question à savoir le niveau d'anglais qu'il faut pour avoir l'expatriation. OK, le niveau d'anglais qu'il faut pour avoir l'expatriation. Bon, je Mhm. vais dire que euh, l'anglais n'est pas indispensable pour vous expatrier. Je répète ça. L'anglais n'est pas indispensable pour vous expatrier. L'anglais n'est pas un démarreur de carrière internationale. Je répète, l'anglais n'est pas un démarreur de carrière internationale. L'anglais, c'est un accélérateur de carrière internationale. Mais pour démarrer votre carrière, pour commencer votre expatriation, vous n'avez pas besoin de parler anglais. Mais attention, lorsque vous obtenez votre première expatriation, pour vite avancer, vous devez forcément parler anglais. Maintenant, comment il faut voir ça? Quand vous démarrez de votre maison, quand vous quittez votre maison pour aller sur l'autoroute, vous n'avez pas besoin d'appuyer sur la vitesse. Vous démarrez le moteur et ça va doucement parce qu'il y a souvent des cabosses, il y a des routes qui sont mal faites. Et maintenant, quand vous tombez sur l'autoroute, si vous n'accélérez pas, les gens vont vous klaxonner. Vous dites, mais qu'est-ce que tu crois? Tu penses que c'est ta maison ici, c'est ta rue? C'est la même chose pour l'expatriation. Pour décrocher votre première expatriation, vous n'avez pas besoin de parler anglais. Est-ce que vous avez besoin de parler anglais pour quitter la Côte d'Ivoire pour aller au Sénégal? Pour décrocher un poste de Bamako pour aller au Sénégal? Est-ce que vous avez besoin de parler anglais pour aller en RDC pour décrocher votre première expatriation? Non. Donc, beaucoup de gens se sont donné des mythes et des blocages pour dire, si je ne parle pas anglais, je ne pourrai pas m'expatrier. Ce qui n'est pas vrai. Mohamed, Et deuxième il y a, il question. y a, il y a une autre question. Il y a quelqu'un qui a posé la question de savoir combien d'années d'expérience il faut pour être expatrié. Mhm. C'est une Peut-être très que bonne là, question. tu pourras donner Oui, les critères de sélection, ton oui. programme. En général, il faut au moins avoir 5 années d'expérience. Et pourquoi 5 ans? Parce que quand vous avez 5 années d'expérience, vous avez au moins quelque chose de costaud, de consistant, de bien à vendre. Les amis, vous savez tous que moi, que l'expatriation, ce n'est pas pour s'amuser. C'est compétitif. Donc, il faut aller là-bas parce qu'on a quelque chose, OK, parce qu'on a quelque chose de consistant, de solide à vendre, à montrer. Au début, quand je coachais les gens, j'aimais dire, je vous accompagne à vous expatrier si vous êtes un professionnel compétent. Parce que ce n'est pas un jeu, vous allez compétir. Vous allez cogner de votre nationalité, vous allez passer. Et donc, il faut avoir au moins 5 années d'expérience. Maintenant, si vous n'avez pas 5 années d'expérience, hmm, il faut patienter, il faut travailler encore un peu pour avoir au moins 5 années d'expérience. Et c'est tout ceci, c'est à votre avantage parce qu'à partir de 5 années d'expérience, vous pouvez gagner mieux, vous allez avoir de meilleures opportunités, la qualité des revenus et des opportunités est meilleure. Ok, c'est parfait comme réponse. Il y a quelqu'un d'autre qui a posé une question aussi qui parle des IA. Elle voulait savoir, est-ce que utiliser les nouvelles technologies comme les IA pour rédiger le CV et la lettre de motivation te disqualifie? Est-ce que ça te disqualifie? A priori, non, mais attention. Non, parce que ça me rappelle le débat qu'on a fait, que tu as ouvert hier ou avant-hier dans le groupe là. Donc, les amis, personnellement, j'utilise l'intelligence artificielle, mais jamais pour mon CV. Jamais au grand jamais. Parce que je pense que il y a une chose qui manque quand tu mets le CV dans l'intelligence artificielle, il y a un truc qui manque. Il y a un truc qui manque. Donc, tous ceux qui ont eu la chance de faire le CV international avec moi savent que l'IA ne peut pas encore faire le CV comme on le fait là. Le niveau de finesse là, le niveau de détail, le niveau de précision qu'on apporte, c'est pas encore IA. Peut-être on est en train de créer un logiciel qui va y arriver, mais pour le moment, il n'est pas encore là-bas. Donc, je vais recommander aux gens
d'éviter d'utiliser l'intelligence artificielle autant que faire se peut pour écrire leur CV. Et même s'ils utilisent alors, il faut qu'ils relisent ligne par ligne et ils donnent la touche humaine. Quand on lit un document que IA a écrit, on sent ça, on sent que c'est IA. Je ne sais pas comment ça se fait, mais les êtres humains sont Ouais, arrivés à un niveau avancé. oui, On je sent. sais. Ouais, c'est vrai. Par exemple, imaginez que vous postulez et vous écrivez votre lettre de motivation avec IA. Ça se sent. Sans compter Ça se que voit. Mhm. le recruteur peut avoir des logiciels également de détection d'intelligence artificielle. Et imaginez que vous êtes barré, vous êtes tombé comme ça dans le panneau. OK, je m'arrête là. C'est vrai. Hmm. Alors, je pense qu'il y a une dernière question intéressante. Il y a quelqu'un qui demande si au cours d'un processus de recrutement, on constate, par exemple, que le recruteur accélère et un coup, il y a le silence. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce Hmm. que, par exemple, il faut envoyer un mail pour connaître la suite? Qu'est-ce que tu recommandes pour ce genre de cas? Donc, ce que je vais dire peut choquer les gens. Lorsque le recruteur devient silencieux, la pire des choses à faire, c'est de le relancer. Parce que lorsque vous le relancez, vous lui dites, je suis désespéré. Vous lui dites, en fait, je suis tombé amoureux de ton poste. Et tous ceux qui savent, quand je coach les, je leur dis, ne tombez jamais amoureux d'un poste, d'un processus. OK, les amis, vous vous rappelez quand vous étiez au lycée, non? Les garçons ou les filles? Les garçons, les filles qu'on cherche beaucoup là, elles disent toujours non. Les filles où vous mettez, oh, vraiment, si tu acceptes, ça va me. Les filles où tu mets l'énergie là, elles disent toujours non. Vrai ou faux? Les garçons, il faut mettre dans le chat si ce que je dis là c'est faux. Il faut mettre dans le chat. Ouais, Hein? Mais, c'est vrai. mais c'est vrai, hein? Mais c'est les filles où tu n'as pas mis ton cœur là. Tu dis, je ne sais pas, c'est ma voix. Tu sais, tu es charmante. Ah, elle dit, vraiment. Oh, tu dis, oh, ça, le truc, ça a pris comme ça. Oh, oh. Donc, lorsque vous mettez votre cœur comme ça dans un recrutement, lorsque vous tombez amoureux d'un recrutement et que le recruteur se tait, ça vous fait mal. Mais il ne faut pas écrire au recruteur parce que quand vous écrivez, ça change le sens de la négociation. Vous perdez le pouvoir de la négociation. Les amis, entre vous et le recruteur, qui a besoin de talent, c'est lui qui a besoin de talent. Entre vous et le recruteur, c'est lui qui a un problème. Et c'est parce qu'il a un problème qu'il a ouvert un poste. Ce que je dis là, il sait que c'est difficile. Hein, oui, oui, Laetitia, c'est vrai aussi. Hein. Pareil pour les hommes. Les hommes, les filles, oh non, moi-même je me rappelle. Donc, donc lorsque vous postulez, la solution que je recommande à mes clients, c'est de dire, oubliez, quand vous avez fini d'envoyer le dossier, vous oubliez ça. Il ne faut pas aller rester dans votre lit et dire, non, j'ai postulé à un poste, je te jure, ça c'est mon poste. Ou bien vous appelez votre copain ou votre conjoint, vous dites, tu sais, s'ils sont corrects là, c'est mon poste, je te parle. Et une semaine après, 2 semaines, les gens ne disent rien. Et tu te dis non, Allah, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on touche à dire, et cela n'a, j'ai eu un joli email de refus. Effectivement, il ne faut pas tomber amoureux d'elle. Il ne faut pas. Sentiment moko. C'est ça que les Ivoiriens disent, sentiment moko. OK. Je pense qu'on va prendre peut-être une dernière question Oui, avant de se quitter. oui. J'ai vu quelqu'un qui pose la question à savoir, est-ce que avoir un âge un peu avancé ne pourrait pas réduire nos chances dans la compétition? Hmm. Donc, je ne sais pas trop, quand la personne dit âge avancé, c'est quel âge? C'est quoi? Quel 60 âge? ans, 70 ans, je ne sais pas trop, âge avancé. Ousmane Baguigna, est-ce que tu pourrais nous dire de quelle tranche d'âge tu parles, par exemple? Âge avancé, c'est combien? Âge avancé. Bon, supposons que ce soit 10 ans. Si c'est 10 ans, en fait, ce qui se passe, quelqu'un qui a 70 ans, plus de 50 ans, c'est pas un problème, c'est pas un problème. Parce que à plus de 50 ans, vous avez quand même de l'expérience. Vous n'êtes pas sorti fraîchement de l'université à 50 ans. Donc, vous avez de l'expérience, vous avez quelque chose que vous allez pouvoir vendre au recruteur, que vous allez lui présenter. Donc, ce qui se passe, et ça, ce n'est pas l'objet de cet appel-là, mais parfois, les gens ne savent plus comment se vendre. C'est-à-dire, ils ont fait tellement de choses dans la vie, ils se disent, mais qu'est-ce que je sais faire? Ou comment je...
Pas qu'est-ce que je sais faire. C'est comment présenter ce que je sais faire. Si vous avez ce problème, c'est un autre problème. C'est-à-dire, vous avez fait beaucoup de choses, mais vous ne savez pas comment le mettre en valeur. Ok. Ok. Merci beaucoup, Marius, C'est moi. et merci à tous les participants. J'espère que ce webinaire a ouvert la porte à beaucoup de personnes pour avoir une idée très claire sur les mécanismes et les outils pour pouvoir s'expatrier en Afrique. Et également, euh, j'espère qu'on aura plusieurs personnes qui vont s'inscrire à la conférence. Marius, tu nous as promis un cadeau à la Tout à fin. fait. Donc, le cadeau, il est très simple, hein. Un des Mhm. problèmes que les gens ont à l'international, c'est qu'ils se disent, Marie, je ne vois pas les opportunités, c'est où, c'est où, c'est où, c'est où. Donc, on a créé ce document-là. Vous n'avez pas besoin de mettre votre email, les amis. OK? C'est 1000 opportunités et c'est 10 sites web pour trouver des opportunités. Mais plus intéressant, c'est que je vous donne des techniques pour décrocher, pour voir des opportunités que les gens ne voient pas. OK? Et donc, euh, quand vous allez sur ce lien, vous allez télécharger directement des pages web et dedans, je vous explique des choses que je fais moi-même pour voir des opportunités que les gens ne trouvent pas. OK? Maintenant, et ça, je viens de mettre le lien dans le chat, donc vous pouvez télécharger directement. Et je voudrais rappeler la date qu'on a à Bamako, c'est le 27, le vendredi 27. Donc, il faut commencer déjà à libérer le vendredi 27 décembre. Donc, si vous devez prendre des congés, il faut prendre les congés. On sera avec vous, je serai avec vous, avec Mohamed à Bamako. On ne peut pas encore dire le lieu pour des raisons de sécurité, aussi de confidentialité. Mais une fois que vous faites votre inscription, vous aurez l'information sur où est-ce qu'on se rencontre. Et comme Mohamed a dit, Mohamed, tu as dit que si les gens font l'inscription entre aujourd'hui et demain, c'est combien? C'est 59 000 francs, c'est fort. 49 000. OK. Maintenant, les retardataires, ils vont payer combien après? Les gens les gens de dernière heure, là. Les gens de dernière heure vont payer jusqu'à 89 000 francs. Et voilà. Ça, c'est pas C'est gentil, beaucoup. ça. D'accord. OK. OK. Donc, si le lien marche, vous pouvez me confirmer. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a confirmé que ça marche. Vous pouvez le partager à vos connaissances. Et on se dit à bientôt. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi le webinaire. Allez, on va applaudir Marius pour ses Oh, interventions. merci beaucoup. Merci, merci. Et cœur, Merci, merci. OK. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ouais, des gens. Super. Merci. Merci. allez, Bye bye. bye bye.